commencer la suite de cette présentation. Je me présente, je suis Nicolas, partie de l'équipe technique. Très heureux d'être là pour vous présenter un petit peu ce DSM 5.0. Et je vais m'occuper donc dans cette partie de tout ce qui va être business application, donc toutes les nouvelles fonctionnalités associées pour les entreprises. Donc voilà, comme on a pu vous l'expliquer précédemment avec Darren et Jérôme, aujourd'hui les entreprises, le stockage et les demandes en termes d'évolution de demandes par rapport au stockage de données est toujours plus important. Et que ce soit en termes de volume, mais aussi d'accessibilité. Partout dans le monde, je veux pouvoir accéder à mes données. Et ça, aujourd'hui, ça soulève beaucoup d'enjeux, beaucoup de challenges vis-à-vis de la gestion de ces données, tout simplement. Et donc, dans DSM 5.0, on a cherché justement à répondre et à aller plus loin encore à la réponse de ces enjeux à travers 3 grands axes qui sont tout d'abord pouvoir proposer un stockage unifié pour faciliter le management de ces données, mais aussi plus d'efficacité dans tout ce qui va être sauvegarde de ces données, quelque chose qui est important pour les entreprises aussi. Et enfin, toujours, parce que le stockage des données, pouvoir avoir de la protection, ça c'est très bien, mais les entreprises elles cherchent aussi énormément de performance, pouvoir accéder à ces données le plus rapidement possible, sans délai. Donc on a aussi amélioré tout ce qui va être performance pour l'accès aux données. Voilà. Donc ça, c'est les 3 grands axes que nous allons développer sur cette partie. Voilà. Donc la première partie, c'est sur le stockage unifié. Et là, je suis assez excité de vous présenter ça parce que c'est vraiment très très grosse amélioration qu'on apporte avec DSM 5.0. Et ça laisse vraiment augurer pas mal d'améliorations à venir. C'est vraiment un nouveau pas vers beaucoup plus de solutions qui sont beaucoup plus haut niveau. Et la première d'entre elles, c'est la possibilité, voilà, la solution de cluster en scale-out. Voilà, ça. Hop. Ce n'est pas mon PC, mais. Voilà. Alors, qui s'est lancé tout seul, là, Outlook, bon, écoutez, c'est pas du Synology Software, moi j'ai tout rien. Ouais. Voilà, donc on est reparti. Voilà, donc quels sont les challenges aujourd'hui qui sont liés au cours du stockage tout simplement, plus vous avez d'une infrastructure importante, plus vous avez de données, de serveurs à gérer, plus ça va être compliqué à gérer. Donc tout simplement, je prends l'exemple, par exemple ici, on a une petite infrastructure assez simple, somme toute, avec quelques NAS qui vont servir pour diverses applications pour le stockage de données, database, etc., voilà, qui sont utilisés plus ou moins selon le serveur. Bon, ça qu'est-ce que ça donne quand j'ai un serveur qui est rempli à 100%, il y a du gaspillage qui se fait, puisqu'ailleurs je ne peux pas vraiment l'utiliser aussi pour ma database. Disons par exemple, j'ai ma base de données sur le serveur 1, je ne peux pas aller piocher dans les capacités de mes 2 autres serveurs qui pourtant ont de la capacité disponible. Je ne peux pas aller piocher pour augmenter un petit peu et répondre à mes besoins, si j'ai besoin de plus de place. Donc forcément, sur ce genre d'infrastructure où les NAS sont un peu indépendants les uns des autres, vous avez du gaspillage, tout simplement. Et après, si je veux augmenter ce serveur qui est full, les options restent relativement limitées au final, puisque je vais passer par, que ce soit en augmentation de stockage par les unités d'extension, par exemple, ou alors en performance, si je veux ajouter de la RAM, ça reste limité. On a des options qui restent limitées. Et ce changement, cet upgrade, si je peux rajouter une extension ou changer, faire une migration de données qui soit importante, tout ça, ça a un impact en fait sur le service de votre entreprise. Le réseau, il n'est plus aussi performant, voire il y a une interruption des services. Quand vous remplacez un NAS qui est en dysfonctionnement, voilà, vous avez une interruption. Donc ça, c'est des challenges qui aujourd'hui cherchent à être répondus. Et c'est ce qu'on essaye d'apporter avec le cluster. Qu'est-ce que fait la solution de cluster en scale-up de Synology dans la pratique? Vous pouvez le voir de la manière, on va mettre en commun en fait tous les NAS pour ne former plus qu'un seul ensemble en fait, multinodal, où vous pourrez utiliser toutes les ressources de tous les serveurs et en ajouter facilement un, en enlever un, et ça n'aura aucun impact sur l'activité des services. Si vous voulez, vous avez un NAS qui est en panne, vous le remplacez, ça n'a pas d'impact sur la continuation du service. Voilà. Donc qu'est-ce que permet notre solution de cluster, qui est pour le moment une solution
CIFS, hein, parce que la solution cluster en tant que telle, le sujet cluster, vraiment quelque chose de très très important, et c'est une solution qui est vraiment très poussée. Donc pour l'instant sur le DSM 5.0, on se concentre sur la partie CIFS, mais nul doute qu'après, voilà, c'est des portes ouvertes pour énormément d'améliorations sur une solution extrêmement avancée. Donc, que permet le stockage, hein, tout simplement de partager évidemment un nombre de données extrêmement important du fait de l'emmagasinement des différents serveurs. Ça permet aussi, comme je disais tout à l'heure, de changer à la demande, enlever un NAS, en remettre un sans interrompre les services. Voilà. Et aussi, effectivement, vous avez, évidemment, hein, on a mis en place une solution qui est intelligente. Donc vous avez aussi une optimisation au niveau de la gestion du cluster pour améliorer les performances et avoir une automatisation de la répartition des charges, voilà, pour tirer un maximum de performance du cluster. Et comment ça marche techniquement? Ben, c'est assez simple en fait. Hein. Vous avez vos NAS, vous avez deux pôles, le pôle stockage et le pôle performance. Donc ce que vous allez faire, c'est vous pouvez décider, et c'est là, je dirais, un atout intéressant de cette solution, c'est que vous pouvez choisir la manière dont vous voulez créer votre cluster. Vous avez une certaine flexibilité. Soit en stockage, vous mettez votre serveur, vous voulez rajouter de l'espace de stockage, soit vous mettez votre nouveau DiskStation, il sera imputé pour la partie stockage. Si vous voulez vous trouver que vous êtes un peu juste en performance, voilà, vous pouvez rajouter un autre serveur et le mettre sur la partie performance. Donc à ce moment-là, il s'occupera juste du calcul. Et après, vous pouvez aussi faire les deux à la fois. C'est-à-dire, j'ai un troisième serveur, pourquoi pas m'en servir à la fois pour faire du calcul et aussi du stockage. Voilà. Donc c'est une solution qui est assez flexible à ce niveau-là. Vous faites ce que vous voulez de vos serveurs. Donc, comme je vous en parlais, cette solution, ça permet vraiment de passer à un autre niveau en termes de stockage. Ça, c'est assez excitant parce que Synology, là, on passe de solutions de stockage du téraoctet au pétaoctet. Là, on est à un autre niveau en termes de stockage. C'est vraiment un nouveau point pour Synology. Donc, si vous voulez, on a créé à notre QG à Taïwan un énorme cluster avec 9 RS3614XF+, et une bagatelle de 288 disques durs de 4 Tera. Hein. Bon, alors ça va, c'est honnête. Et quelques 6 disques de 1 Tera. Et au final, vous avez un partage de 1 pétaoctet créé en 11 minutes. En 11 minutes, vous créez un partage de 1 pétaoctet. C'est pas mal, hein, c'est assez rapide. Voilà. Donc c'est vraiment un autre niveau. Là, on est dans une autre gamme de solutions. Voilà. Donc, un stockage vraiment important, qui permet un stockage important puisque vous affranchissez des limites liées à un seul serveur, vous les additionnez. Mais on a aussi effectivement un stockage intelligent, un cluster intelligent, puisque vous avez différentes solutions, par exemple la répartition des charges, ou load balancing, pour les connaissants en anglais. Voilà. Donc, si je prends ce schéma, par exemple, où j'ai créé un cluster avec différents NAS, hein, en fait, le principe, ça va être tout simplement de répartir les charges de transfert de données entre les différents nœuds de performance. Donc, vous avez plusieurs NAS qui s'occupent du calcul de la performance. Et bien, lorsque j'ai le serveur A ici, là, qui va vouloir me donner, hop, je passe par un premier serveur. Et si j'ai un second en simultané qui demande une autre donnée, par exemple la donnée B, il va passer par un autre serveur de performance. Donc ça permet vraiment, pour chaque transfert, de profiter de la performance maximum de chaque NAS qui est mis sur la partie performance. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la partie répartition des charges. Donc ça c'est un premier point, mais on a aussi, et non des moindres, la partie failover. Donc alors ça, pour toutes les entreprises qui ont besoin de minimum de sécurité de leurs données, c'est quelque chose de très important. Hein. Tout simplement, quand vous écrivez une donnée d'un serveur A vers votre cluster, eh ben, il va être écrit sur différents NAS, voilà, en même temps. Donc, si vous avez par exemple, entre-temps, un NAS qui crache, qui tombe en panne, vous avez toujours, par exemple, la donnée B qui est sur un autre serveur. Donc, vous conservez une totale sécurité de vos données. Juste un truc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de RAID alors, sur les NAS.
C'est installé aussi. Mais ça sert à rien si vous répartissez sur plusieurs NAS. Si. Ça veut dire, si votre premier NAS tombe en panne, vous avez les autres. Bon, n'hésitez pas à revenir vers nous de toute façon. Après, on répondra à toutes les questions. Il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, donc grosso modo, puisqu'on parlait de sécurité, vous avez plusieurs options. C'est un parallèle avec le RAID, hein, si je peux prendre c'est un parallèle comme le RAID, sauf que vous le mettez en place au niveau du NAS. Donc, vous avez le choix, soit vous voulez faire de la haute performance, à ce moment-là, vous faites ce qu'on appelle le striping, donc une donnée sur un NAS. Voilà. Donc ça, je fais de la performance maximum. Soit après, vous avez de la redondance 5, que je pourrais comparer à du RAID 5, si vous voulez, hein, au niveau du serveur. Donc là, vous avez une redondance 5, donc les données sont écrites sur deux serveurs à la fois. Donc ça, c'est, on va dire, l'optimum entre performance et sécurité des données. Et enfin, vous avez la double redondance, où là, vous écrivez les données sur deux serveurs. Donc, grosso modo, si vous avez deux serveurs qui crashent, vous pouvez toujours avoir accès à vos données. Voilà. Donc ça, c'est la partie meilleure protection pour vos données. Donc, vous pourrez comparer ça à un RAID 6, par exemple. Voilà. Donc ça, c'était toute la partie cluster, hein, donc qu'on a mis en place. Donc ça, c'est pour les gros besoins en stockage, par exemple. Mais bien sûr, c'est pas le seul, la seule solution qu'on a apportée. Et sur la partie cloud unifiée, on a aussi un autre outil majeur qu'on apporte avec DSM 5.0. Et ça, vraiment, ça m'intéresse. Je ne sais pas s'il y a des DSI ou des responsables informatiques ici, mais je pense que ça va leur faire plaisir aussi. Hein, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. À partir du moment où vous avez plusieurs NAS, ça va peut-être vous intéresser. C'est le système de gestion centralisé, donc le CMS. Alors ça, c'est quelque chose dont je suis personnellement très intéressé et très excité de vous présenter. Parce que ça va vraiment être un bouleversement pour ceux qui gèrent un petit peu les serveurs, pour faciliter vraiment la vie pour les grosses infrastructures réseau. Voilà. Puisqu'aujourd'hui, quels sont encore une fois les défis auxquels font face les entreprises qui disposent d'infrastructures qui sont relativement importantes? Ce sont multiples. Hein. Tout simplement, déjà en termes de ressources, l'entreprise n'a pas forcément le nombre de personnes ou les ressources pour travailler sur la gestion des serveurs, le management, le maintien. C'est assez chronophage et assez complexe. Donc, voilà. Ensuite, si vous avez multiples serveurs, vous n'avez pas forcément un contrôle unifié de tous les serveurs. Hein. Vous n'avez pas non plus un accès forcément unifié. Donc, s'il faut se loguer à chaque fois sur un NAS, etc., bon, c'est un petit peu laborieux. Voilà. Donc du coup, c'est un petit peu dur si on veut unifier toutes ces configurations. Si j'ai un secteur, je veux mettre juste tous la même configuration pour tous mes NAS, c'est un peu compliqué. Je dois me loguer sur chacun des NAS. Donc, bon, voilà. Donc ça, système de gestion centralisé, c'est vraiment la réponse parfaite à ce genre de problématique. Puisque tout simplement, vous allez prendre un NAS au choix, et vous allez le désigner comme le serveur de gestion. Et à partir de là, vous pouvez joindre tous les autres NAS sous le contrôle de serveur de gestion et tout gérer depuis ce point centralisé. Voilà. Bon, c'est relativement intéressant quand on a pas mal de NAS. Voilà. Donc, on offre 3 grands outils, on va dire, dans cette solution de centralisation. Tout d'abord, tout ce qui va être contrôle, vérification de la santé du système, etc., des disques, etc. Ensuite, vous avez tout ce qui va être gestion intelligente. Donc là, on est sur la partie administration, changement des paramètres, etc. Et enfin, vous avez aussi une partie qui, personnellement, je trouve très intéressante, c'est la gouvernance intelligente, la possibilité de créer des groupes selon vos NAS. Donc, créer un groupe, vous allez appliquer certains paramètres, un autre groupe, certains autres paramètres, faciliter en fait la gestion de vos différents. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'interface de ce système. Hop, on est parti. Alors, si encore une fois, voilà. Voilà, donc ça, quand vous ouvrez votre CMS, c'est la page d'introduction sur laquelle vous allez arriver. Donc la première chose que vous pouvez voir, en fait, c'est une vue d'ensemble. Un peu comme quand vous arrivez sur votre NAS, vous avez des petits widgets qui vous donnent des indications rapides sur la santé de votre serveur.
Là, c'est pareil, vous allez avoir des infos très rapides sur la santé de votre infrastructure, sur tous les NAS que vous avez fait joindre, auxquels vous avez joint ce système. Voilà. Donc, par exemple, bon, là, je vois que tout est bien, tant mieux, là. Donc, je vois tout simplement, là, vous avez diverses icônes, le nombre de serveurs qui sont en ligne et connectés. Vous pouvez voir d'un rapide coup d'œil aussi le nombre de disques durs, le nombre de volumes, et si vous avez des paquets qui doivent être mis à jour. Voilà. Donc ça, c'est un aperçu rapide. Et ensuite, vous allez avoir sur le côté gauche ici, un ensemble d'options sur lesquelles vous allez pouvoir naviguer. Donc c'est une interface qui se veut relativement, je dirais, facile à utiliser. Donc vous avez toutes les options sur le côté, donc vous pouvez naviguer de façon assez fluide, tout en conservant sur la partie principale toutes les informations. Voilà. Donc ça permet de fluidifier un petit peu l'utilisation. Donc vous avez un premier onglet de gestion. Donc là, on va vous donner des informations sur votre infrastructure. Voilà. Donc tout simplement le nombre de serveurs. Voilà. Donc là, par exemple, je vois la liste des serveurs que j'ai ajoutés à mon système. Et c'est d'ici que je vais pouvoir ajouter ou supprimer des serveurs. Donc vous avez ici divers boutons, diverses options. Si je veux ajouter, je n'ai qu'à cliquer en haut sur le bouton ajouter. Vous choisissez ensuite soit j'ajoute un serveur local ou avec son adresse IP ou non. Hop. Il va automatiquement chercher sur votre réseau local les serveurs que vous pouvez ajouter. Bon, il faudra que ça soit TS 5.0 d'installer. Et là, j'ai juste à sélectionner. Je fais suivant. Je remplis évidemment tout ce qui va être pris code d'accès. Et une fois que j'ai fait ça, ça va prendre quelques secondes. Et il va ajouter le NAS au cluster directement. Voilà, je fais appliquer. Et ensuite, il me retourne sur la page principale et je vais voir ajouter mon OM directement. Donc, c'est vraiment assez simple en fait de l'ajouter, enlever. Ça marche exactement de la même façon pour enlever le serveur. Voilà. Donc là, il va checker un petit peu le serveur et je vais ajouter très facilement. Donc vous avez en bas ici quelques petites informations supplémentaires d'ailleurs. Vous pouvez sélectionner un NAS et vous avez quelques options d'aperçu rapide des propriétés et des informations sur ce serveur. Donc par exemple les informations de base, général, le numéro de série, etc. Le réseau, je peux voir un petit peu la configuration. Je n'ai qu'à cliquer sur un autre serveur pour voir la configuration de cet autre serveur. Voilà. Vous avez aussi le nombre de volumes qui sont installés sur le NAS, les disques durs, vous pouvez voir leur statut, la marque, etc. Donc vous avez un aperçu rapide si vous voulez changer cela. Et enfin les applications qui sont installées. Donc ça vous permet de voir encore une fois, manager, voir ce qui a été installé et ce que vous voulez ajouter ou autre. Dans cette partie gestion, vous avez aussi une partie notification. Si vous avez paramétré des notifications sur vos NAS, vos autres NAS que vous ajoutez, elles vont apparaître directement ici. Donc voilà, ça centralise toutes les notifications que vous allez recevoir. Si vous avez par exemple un NAS dont le volume a craché, hop, vous allez voir apparaître cette information ici. De même, vous avez la partie serveur syslog, donc on rassemble tous les logs de tous les NAS sur cette interface. Je peux en supprimer, comme vous avez une petite icône ici en haut à gauche, donc supprimer, voire effacer tout si vous trouvez qu'il y en a trop. Vous pouvez aussi chercher, si vous voulez, un événement particulier avec le filtre. Par exemple, CMS, tous les événements qui sont liés au CMS, voir quel NAS a été ajouté quand dans CMS. Et très rapidement, il affiche tout ce qui s'est passé à ce propos-là. Ensuite, vous avez la partie mise à jour. Donc là, il va vous chercher si vos différents NAS ont des packages qui doivent être mis à jour, les DSM, etc. Et vous pourrez faire ça directement depuis cette interface. Pas besoin d'aller se loguer sur un autre NAS. Vous envoyez la commande et le NAS se mettra à jour. Et enfin, là, un point qui est très intéressant, dont je parlais tout à l'heure, c'est la possibilité de créer des groupes et des règles pour vos groupes, pour paramétrer en fait vos NAS. Ça se fait de façon extrêmement simple. Vous avez ici, par exemple, un top group. Vous retrouvez automatiquement tous les NAS ici. Dès que vous l'ajoutez, ils apparaîtront automatiquement ici. Et ensuite, il vous suffit de créer des groupes ou des règles. Voilà, ou les deux, tant qu'à faire.
Donc, par exemple, mettons, voilà, je suis un DSI Synology France, et bon, là on a l'Angleterre et Taïwan, je vais créer un groupe pour manager tous les serveurs de la France. Je n'ai qu'à cliquer sur créer, serveur groupe de serveurs, et là je donne juste le nom du groupe que je veux avoir, hein, par exemple France. Je peux mettre une description si je veux. Je clique OK, et automatiquement vous avez le nouveau groupe qui se crée. Ensuite, je n'ai plus qu'à faire un clic et glisser tout simplement. Je prends par exemple le OM, et je le glisse dans le groupe France. Voilà. C'est aussi simple que ça, et je fais ça avec un autre, un troisième. Je peux le retirer aussi, si je souhaite le mettre plutôt dans Angleterre, dans le groupe Angleterre, etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment assez facile, assez intuitif à prendre en main. Et après, vous avez la partie règles. Donc la partie règles, vous voyez par exemple, j'en ai déjà créé quelques-unes. Il suffit, de la même façon, vous les prenez et vous les cliquez glissez dans le groupe que vous voulez. Soit vous l'appliquez au niveau du NAS, voilà, donc là ce sera dédié au NAS, soit si vous voulez faire une politique justement pour un ensemble, un groupe, vous mettez au niveau du groupe. Voilà. Donc pour créer une règle, c'est de la même manière extrêmement facile. Je fais créer règle. Je donne un nom, par exemple, j'ai envie, puisque en France, on utilise des Mac. Voilà. Donc j'ai envie d'avoir un partage Mac. Donc je vais faire du partage Mac. Voilà. Et ensuite, j'active cette politique, et je vais éditer la règle que je veux mettre en place. Donc en fait, vous pouvez voir ici sur le côté gauche, hein, vous avez grosso modo toutes les fonctionnalités que vous pouvez retrouver dans un panneau de configuration classique dans vos serveurs, sauf que vous allez pouvoir paramétrer ça ici et donner les règles directement. Donc là, je vais prendre mon WinMac MFS et je vais aller appliquer le service de fichier. Je fais appliquer, j'active le service de fichier Mac, je fais OK, la règle est créée et je l'applique à la France. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc là, vraiment très intuitif et très facile à mettre en place. Donc ça, c'était pour la partie gestion. Et puis après, vous allez aussi tout avoir la partie contrôle du stockage, etc. Donc changement des disques, etc. Donc vous avez notamment une vue sur les dossiers partagés de tous les NAS que vous avez. Donc par NAS, quels sont les dossiers partagés que j'ai. Et vous pouvez gérer. Donc supprimer ou ajouter. Il suffit de cliquer ici sur gérer. Je sélectionne un NAS, donc par exemple le DS414+, 214+, pardon. Je fais gérer, et il va m'envoyer sur le panneau de configuration, mais du NAS sur lequel je suis, du NAS central. Voilà, vous ne redirigez pas sur le 214+. Et là, vous allez pouvoir éditer, comme si vous étiez dans le panneau de configuration. Donc par exemple, je vais créer un dossier France, voilà. Je fais OK. Il va me demander, comme le process standard, tout ce qui va être privilège. Donc là, je vais mettre juste l'admin. Je fais OK. Et je vais avoir automatiquement le dossier donc, qui va déjà apparaître ici, dans la configuration du 214+. Et ensuite, vous le retrouverez ici. Alors, il faut faire un petit actualiser. Et normalement, ça devrait arriver. Voilà. Voilà, donc c'est assez facile. Et puis après, si vous voulez trier un petit peu, voir les dossiers selon le NAS, vous faites un petit filtre, vous faites DS1513, et il va vous trouver... il ne va pas vous trouver parce que vous avez mis ça. Bon, c'est en fonction du nom, du nom des dossiers. Pardon. Voilà. Enfin, vous avez le filtre toujours de la même manière pour trier un petit peu. Donc après, vous avez la partie volume aussi. Exactement le même principe que les dossiers partagés, je vois quels sont les volumes, je peux les manager, les étendre, les supprimer, en créer un nouveau. Ça fonctionne exactement de la même façon. Pareil pour les groupes de disques, je vois quels sont les groupes de disques qui sont créés et je peux les gérer. Et enfin, les disques durs. Donc là, on est sur toute la partie stockage. Et enfin, vous avez peut-être remarqué, puisque je vous en ai parlé précédemment, le système de centralisation, de management centralisé, abrite aussi la partie cluster. Donc c'est depuis le CMS que vous allez pouvoir créer votre cluster et manager votre cluster. Tout simplement, vous avez sur le côté gauche, en bas, la partie cluster. Et vous avez également aussi
un aperçu rapide en fait de votre cluster. Et donc là, c'est assez simple encore une fois. Vous avez au milieu donc, les settings, hein, les paramètres du cluster. Si je veux créer un cluster, je n'ai qu'à cliquer là, et ensuite il me lance un assistant. Donc vous avez plusieurs étapes pour créer le cluster. Tout d'abord, vous choisissez le nom du cluster, hein, on va mettre test, et je choisis, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, le type de redondance que je veux mettre en place. Soit du distribué, donc pas de redondance des données, soit une réplication ou de redondance. Voilà. Donc là, je vais prendre distribué, par exemple. Ensuite, je choisis pour chaque NAS quel RAID je vais installer sur les disques qui sont disponibles, sur chaque NAS. Donc là, par exemple, du RAID 1. Je fais suivant, et il va encore une fois me scanner automatiquement les différents NAS qui sont disponibles et que je peux ajouter à mon cluster. Et ensuite, j'aurai juste à sélectionner tel ou tel NAS, faire ensuite suivant ici, et automatiquement, il va lancer la procédure de création du cluster. Et donc, comme je vous disais, c'est très rapide, hein, puisque vous avez un cluster, un volume de 1 pétaoctet de données en 12 minutes, 11 minutes 20. Quoi. Donc, voilà, ça va très vite. Ça va très vite. Et donc, ensuite, vous avez aussi deux autres onglets ici, hein, pour visualiser le volume du cluster et le manager, et aussi les partages du cluster. Voilà. Ajouter, enlever des dossiers, etc. Donc tout ça, ça se fait depuis cette interface. Voilà, donc revenons à la présentation. Donc ça, c'était un petit peu la présentation au niveau du système de gestion centralisé. Mais c'est évidemment pas les seules choses qu'on a apportées hein, sur DSM 5.0. On a aussi voulu apporter plus d'efficacité, plus de performance au niveau de la sauvegarde de vos données, de la sauvegarde dans le cloud. C'est pour ça qu'on a ajouté des features par rapport à la protection de données. Donc il y a un souci aujourd'hui, notamment si je prends l'exemple des infrastructures qui utilisent de la virtualisation, où vous travaillez sur une image virtuelle, hein, avec un LUN du NAS, vous travaillez dessus, et en parallèle, vous avez une sauvegarde automatique qui se déclenche en permanence. Vous êtes en train de faire une petite retouche hein, légère sur votre image, hein. Rien bien méchant. Hein. Voilà, sauf que en parallèle, donc là, vous êtes sur la session, donc vous êtes en cours vous êtes en cours d'utilisation. Sauf qu'en parallèle, vous avez la sauvegarde qui se déclenche. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous avez l'ancienne version, puisque vous n'avez pas à sauvegarder la nouvelle, qui va être sauvegardée. Donc là, il y a un décalage entre ce que vous souhaiteriez qu'il soit sauvegardé et ce qui est réellement sauvegardé. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a amélioré avec DSM 5.0, puisqu'on apporte le gestionnaire de snapshot, qui vous permet justement de garder une cohérence de vos données au niveau des LUN. Donc comment ça se passe ? Et je prends l'exemple d'un serveur et de notre solution à côté. Vous installez un plugin, il y a un plugin à installer sur le serveur qui va permettre de checker en fait un petit peu le statut de votre VM par exemple. Voilà. Lorsque vous avez votre sauvegarde qui du côté de NONAS se déclenche, il va tout d'abord envoyer une notification au serveur pour lui dire attention, je vais lancer un snapshot, je vais lancer une sauvegarde. Donc là, avec le plugin, immédiatement, il va enregistrer les données pour garder une totale cohérence et avoir les données les plus à jour. Voilà. Et une fois que l'enregistrement s'est fait, j'ai ma mise à jour, j'ai mes données les plus récentes. Le snapshot se lance. Voilà. Donc ça permet vraiment de conserver les données les plus à jour sur vos machines. Donc ce gestionnaire de snapshot, c'est ce qui s'installe via un plugin, donc il est disponible sur les grandes plateformes de virtualisation qui existent aujourd'hui, que sont Windows, alors Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2. Voilà. Et évidemment aussi VMware, vSphere DataSwap. Voilà, des grandes solutions pour des environnements par exemple de virtualisation. Ce genre d'outil peut être extrêmement pratique pour conserver une cohérence de vos données. Voilà, un autre point sur lequel on a souhaité aussi apporter des améliorations, c'est l'historisation de votre sauvegarde. Hein,
Donc aujourd'hui, avec DSM 5.0, on apporte une nouvelle solution de sauvegarde avec du versionning, des versions, au cœur du paquet sauvegarder et restaurer, qui d'ailleurs sera renommé sauvegarder et répliquer. Sauvegarde et réplication. Voilà. Donc tout simplement, on a maintenant une sauvegarde qui vous permet de faire des versions différentes de vos dossiers et qui ne conserve que le bloc que vous avez changé. Je suis sur un fichier, j'ai changé un mot dans tout mon document Word, il ne va pas sauvegarder le document Word, il va juste sauvegarder le bloc qui a été changé pour changer ce mot. Donc ça, mine de rien, c'est un gros changement et c'est assez bien, puisque ça permet tout simplement de gagner en performance et en place de stockage aussi, puisque vous sauvegardez beaucoup plus rapidement. Au lieu de sauvegarder tout le fichier, juste le bloc. Voilà. Et évidemment, comme toutes nos solutions de sauvegarde, c'est une sauvegarde que vous pouvez faire soit en local, soit à distance, sur d'autres serveurs, que ce soit Synology ou des serveurs Arcing. Voilà. Donc ça, c'était sur la partie sauvegarde de vos données. Mais encore une fois, la sauvegarde, la protection, c'est très bien. Mais le client, qu'est-ce qu'il manque? C'est aussi beaucoup plus de performance. Aller toujours plus loin dans la vitesse de transfert, la performance du système, la fluidité du système. Donc, on a aussi apporté des améliorations sur nos diverses technologies, et notamment sur la partie cache SSD. Puisqu'aujourd'hui, avec DSM 5.0, on est très fiers de vous annoncer que voilà, on a non seulement du cache en lecture, mais aussi en écriture. Voilà, en lecture et en écriture. Donc tout simplement, lorsque vous écrivez une donnée sur votre NAS, si vous avez un cache, comment ça va se passer? Les données vont être écrites extrêmement rapidement sur le cache, d'abord, sur les disques SSD que vous avez, et ensuite, dans un deuxième temps, sur les disques durs classiques. Ça permet de gagner quand même, mine de rien, 2 fois la vitesse en temps normal d'écriture que vous auriez en passant directement par les disques durs. Donc c'est vraiment une autre amélioration avec l'écriture en cache SSD. Également, on a amélioré tout ce qui est performance ASCII, ISCSI. Donc je sais que dans des environnements virtualisés, notamment ISCSI, ou si vous voulez avoir un disque dur sur votre ordinateur, c'est une technologie qui est très couramment utilisée. Voilà. Mais voilà, le but c'est d'avoir le plus de transfert, la meilleure rapidité possible. Et aujourd'hui, on atteint ça avec une amélioration vraiment très intelligente, somme toute. C'est le management, la gestion intelligente du process de lecture, en fait, du processus de lecture. Puisqu'auparavant, quand vous lisiez vos données, c'est de l'aléatoire, hein, il va consulter tel bloc. C'est les allers-retours entre les différents blocs, si vous voulez, ça prend du temps, et du processeur. Donc avec DSM 5.0, tout simplement, on organise et on fluidifie la lecture en faisant de manière tout à fait organisée. Et rien que ça, ça permet d'avoir 7 fois les entrées-sorties ASCII comparé à une lecture en aléatoire. 7 fois. Voilà. Et un autre outil qu'on a implémenté, c'est la compression de la mémoire. Alors, pour vous expliquer un petit peu, aujourd'hui, quand vous utilisez votre système, vous avez plein d'applications qui sont lancées en même temps. Si vous en lancez une nouvelle, vous avez déjà votre mémoire qui est pleine. Comment le système va faire en sorte de libérer de la mémoire pour cette nouvelle application? Eh bien, il y a une technologie qu'on appelle la technologie de swap, en fait. Il va faire passer de la mémoire sur les disques durs. Mais cette technologie-là, ça requiert en fait du processeur. Donc de la performance au niveau du processeur, puisque c'est lui qui fait le transfert de la mémoire. Aujourd'hui, puisqu'on a des processeurs qui sont plus performants, on peut adopter une autre technologie plus performante, plus rapide, c'est la compression de la mémoire. Donc au lieu de faire passer la mémoire vers les disques durs, on va compresser la mémoire pour avoir des espaces libres. Un peu, je vous dis, je fais une archive zip avec ma mémoire, hein, pour vous donner une image. Donc ça permet de gagner en performance puisque le processeur ne travaille pas autant que s'il change la mémoire vers les disques durs. Voilà. Donc des améliorations par rapport à ça. Et enfin, des dernières améliorations, mais non des moindres, hein, puisque voilà, HTTPS par exemple, c'est un protocole qui est très utilisé hein, au niveau de la sécurité, donc on passe pas par HTTP, on passe par HTTPS. Voilà, donc
ce qu'on a apporté, puisqu'on a de plus en plus de clients qui utilisent cette solution, c'est plus de performance à ce niveau-là. Donc 20% de vitesse de transfert de plus grâce à la technologie Speedy HTTPS. Voilà. Et aussi pour AFP, puisqu'on a aussi de nombreux et de plus en plus de clients qui travaillent sous Mac, et bien c'est une plateforme qui compte aujourd'hui beaucoup. Donc on a essayé aussi d'améliorer beaucoup les performances, 30% de performance en plus, pour la vitesse de transfert, pour des petits fichiers. Voilà. Donc voilà, ça ce sont l'ensemble, si vous voulez, des différentes améliorations qu'on propose avec SM 5.0. Hein. Donc d'une part, management simplifié, possibilités accrues en termes d'espace, de partage de données avec le cluster et le central management, mais aussi plus de performance sur la sauvegarde et plus de performance sur le service en général. Donc voilà, je vous remercie, moi j'ai fini ma partie, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Maintenant je vais passer la parole à Sophia pour la suite. Merci beaucoup. Merci Nicolas.